Depuis le Moyen-Âge, en fait, et les batailles navales, on sait réquisitionner un équipage, donc un système de presse, de façon à prendre une ressource qu'on va mettre à bord et qui va servir à la navigation très rapidement. Et sous Louis XIV, Colbert va être chargé de ça notamment, l'inscription maritime. On va prendre des gens dont c'est le métier, des gens qui travaillent à la pêche ou au commerce, des marins, qu'on va réquisitionner entre guillemets et à qui on va demander un temps pour la marine, de façon à avoir un équipage déjà aguerri. Simplement, cet équipage, c'est un équipage qui est sur une durée déterminée, qu'il va falloir rendre à son activité économique. Et pour ça, eh bien, il faut en prendre soin. Donc, il faut en prendre soin à bord, bien sûr, parce qu'à bord, il y a des conditions de vie qui sont épouvantables, qui génèrent des maladies de peau, l'humidité, la malnutrition, le rythme de travail, les combats aussi, qui font qu'on souffre énormément. Donc, il faut amener un officier de santé, un chirurgien de marine, qui va préserver, en fait, prendre soin de cet équipage. Donc la marine met en place ses chirurgiens, et non seulement elle met en place ses chirurgiens, mais elle les forme, et en particulier elle les forme ici, dans cette école, qui est intégrée dans un hôpital qui va devenir le premier CHU de l'histoire. Alors pour comprendre ce lieu comme il est aujourd'hui, il faut revenir, comme on fait souvent, au milieu du XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que c'est le moment où se met en place en France une marine de guerre permanente. Alors dans ce mouvement de mise en place d'une marine de guerre, il y a donc la création de ces grands arsenaux à Brest qu'on reprend, à Toulon pour la Méditerranée, et puis il faut créer une grande base pour le Ponant, pour l'Atlantique, et c'est Rochefort qui est finalement choisi, qui est fondé en 1666. Dans la vie de Rochefort, il y a avant et après 1666, et dans ces arsenaux, il y a des hôpitaux de la marine, qui d'abord essayent de faire face à ces escadres qui reviennent pleines de malades. On essaye de les accueillir comme on peut. Alors, dans ces hôpitaux, il y a des médecins, et ces médecins vont se préoccuper de la formation des chirurgiens qui embarquent à bord des navires. Ce sont des barbiers, des chirurgiens barbiers, qui savent pratiquer des saignées, qui savent faire des amputations, qui savent en fait pas faire grand-chose. Et donc ces médecins de la marine, qui sont eux aussi confrontés à ces problèmes, ben, il faut former ces gens. Et finalement, c'est le premier chirurgien de l'arsenal de Rochefort, qui s'appelle Jean Cochon Dupuy, qui va convaincre le roi, en l'occurrence Louis XV, de créer une école de médecine navale. Ce sera en 1722 qu'est inaugurée dans l'hôpital de Rochefort cette première école, bien que Jean Cochon Dupuy ait sans doute déjà donné quelques cours auparavant. Mais peu importe, c'est la date de 1722 que nous retenons. C'est la première école de chirurgie au monde. Alors la bibliothèque dans laquelle on se trouve, elle a cet aspect-là depuis très exactement 1837. Il se trouve qu'on a des archives là-dessus. On n'a pas toujours des archives, mais là on en a. Elle est refaite sur le modèle des grandes écoles du temps, des bibliothèques de grandes écoles. Cette bibliothèque, elle renferme aujourd'hui 25 000 volumes. Et ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que sur ces 25 000 volumes, on trouve environ 2/3 d'ouvrages qui traitent de médecine, de chirurgie, d'anatomie, bref, tout ce qu'on s'attend à trouver dans une école de médecine. Mais pour un bon tiers, ce qui est considérable, elle va traiter de sujets annexes, si l'on peut dire, en tout cas qu'on n'apprend plus aujourd'hui dans les écoles de médecine. On retrouve la botanique, les filles de pharmacie, vous me direz, mais on retrouve la zoologie, on retrouve la géologie, les fossiles, la minéralogie, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, on retrouve cette capacité qu'a un pharmacien, un chirurgien ou un médecin à faire de l'histoire naturelle quand il est à bord. Alors là, nous sommes avec le voyage autour du monde sur la corvette La Bonite, commandé par M. Vaillant, et pour la partie botanique, dirigée par M. Gaudichaud.
Alors ici, nous sommes devant une édition de 1826, le voyage de la coquille qui va naviguer de 1822 à 1825, avec à son bord Lesson en tant que zoologiste et Dumont d'Urville en tant que botaniste, Duperré étant le commandant. Donc là, nous retrouvons une représentation du sterne des Incas. Le fonds de l'école de médecine navale se compose de 25 000 ouvrages. Il s'enrichit grâce aux cotisations demandées aux étudiants, le don des professeurs qui partent à la retraite, ainsi qu'une confiscation des œuvres du clergé et des biens privés des nobles émigrés, ainsi que l'achat d'un certain nombre d'ouvrages. Et là, nous nous retrouvons devant l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences et arts et métiers de Diderot et d'Alembert. Là, nous retrouvons un magnifique frontispice représentant le siècle des Lumières. Donc cette édition de 1751 à 1772 en 35 volumes. Il y a une proximité entre l'art et la science qui s'exprime beaucoup à travers ces ouvrages. On trouve aussi bien sûr les fameux récits de voyage dès le XVIIIe siècle qui sont généralement accompagnés d'atlas absolument somptueux qui décrivent les animaux, les plantes, mais aussi les paysages, mais aussi les peuples rencontrés, et qui sont des dates dans l'histoire de l'édition par la qualité de leur figuration, de leur impression. C'est vraiment des ouvrages exceptionnels. On va trouver aussi, de manière plus inattendue, quelques incunables. Les incunables, vous savez, c'est par convention des ouvrages imprimés, mais avant 1500, donc les tout débuts de l'imprimerie. Donc c'est une grande richesse et c'est important de le dire parce qu'on pourrait avoir l'idée d'un fonds très très spécialisé sur la médecine du 19e. C'est pas faux, il y a évidemment énormément d'ouvrages sur ce sujet. Mais on peut aborder ce fonds de mille manières et d'une manière, je dirais, plus très générale sur la conception que le 19e siècle se fait du monde. Donc c'est pas seulement la médecine, mais c'est encore une fois une vision très large. Et c'est important pour moi de le rappeler parce que tous ces ouvrages, on peut les consulter, on peut les lire, on peut travailler dessus. C'est bien sûr un lieu de visite, cette bibliothèque, mais c'est aussi et toujours une bibliothèque de recherche. Il n'y a pas de conditions particulières pour venir travailler ici. Il suffit de prendre rendez-vous et on peut avoir accès au fond. C'est important de conserver cette fonction-là dans ce lieu encore aujourd'hui. Alors les thèmes qu'on trouve à la bibliothèque de l'école de médecine navale, on les retrouve sous une autre forme, à travers des objets, des spécimens qui sont constitués de génération en génération, parce qu'on ne peut pas concevoir un enseignement qui soit fondé uniquement sur le livre. Il faut pouvoir montrer les choses, il faut des preuves. Et c'est ce musée qui est aujourd'hui encore visible dans cette école, qui retrouve les mêmes thématiques qu'à la bibliothèque. Et non seulement les mêmes thématiques, mais un mode de présentation qui est aussi celui du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a non seulement les objets, mais la façon dont ceux qui ont constitué ces collections ont souhaité qu'on les montre. Alors il est toujours étonnant de trouver dans ces vitrines des collections qu'on appellerait aujourd'hui extra-européennes, des collections ethnographiques. Alors en même temps, c'est pas très surprenant de la part de ces médecins voyageurs, puisqu'encore une fois, quand ils allaient au bout du monde, ils s'intéressaient à tout. L'ethnologie, les cultures des autres faisaient partie dans les instructions de voyage de la zoologie, ce qui est assez choquant pour nous, mais qui n'était pas forcément pour eux. C'est simplement que l'homme est une espèce comme les autres. C'est plutôt une idée relativement moderne d'ailleurs. Et la démarche qui est la leur, c'est que cueillir une plante nouvelle, rapporter un spécimen d'animal inconnu ou prendre un casse-tête ou un costume des naturels, comme ils le disent, des sauvages, c'est la même démarche. C'est essayer de rapporter un petit morceau de l'extraordinaire diversité du monde dans laquelle ils essayent de mettre de l'ordre.
Les caisses du chirurgien embarqué, c'est un maximum d'objets dans un minimum de place. Selon l'ordonnance de 1689, le chirurgien amène sa caisse à bord. Là, nous pouvons retrouver le trépan pour l'évacuation des hématomes, la scie à amputation, les couteaux à désosser, les différents cautères ici, les scies à chaîne, ou même les pinces ou les ciseaux. Alors très tôt, on se préoccupe ici de conserver les instruments de chirurgie. C'est une grande spécialité en fait de cette école et ça va le rester. Et quand on regarde ces dizaines et même ces centaines d'instruments de chirurgie aujourd'hui rassemblés dans cette vitrine, on a en général tous un peu le même mouvement, un peu de recul quand même, devant cette espèce d'arsenal de bourreaux, quoi. Alors qu'en fait, si on y songe bien, le chirurgien barbier du milieu du XVIIe siècle faisait tout ce qu'il avait à faire avec 2 ou 3 outils tranchants, alors que le chirurgien de la fin du XIXe siècle, lui, il a plus de 800 instruments différents à sa disposition. Et en fait, c'est sans doute par cette vitrine, pourtant peu attirante, que se marquent le mieux les progrès accomplis dans la connaissance du corps humain. La chirurgie est devenue une discipline vraiment sophistiquée. On a prolongé la main du chirurgien par des instruments de plus en plus subtils. Et d'ailleurs, l'essentiel des instruments qui sont présents dans cette vitrine, qui sont inventés au XIXe siècle, sont toujours utilisés avec des matériaux différents naturellement, mais c'est la même forme, c'est la même fonction. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que l'école de médecine peut s'aborder avec un regard ou un autre. D'ailleurs qu'on peut dire, oh là là, ici c'est un lieu sur la mort, sur la souffrance, et c'est vrai. Ou bien on peut dire c'est un lieu sur l'effort continu pour comprendre, pour soulager, pour guérir, pour comprendre l'homme et pour comprendre le monde. C'est un peu comme ça qu'on a envie de le voir. Dans la marine à voile, il est assez courant de voir des accidents à bord de ces bateaux, des chutes, des objets lourds qui tombent sur la tête. Et au bout de quelques jours, quand le matelot présente des troubles, le chirurgien, lui, va imaginer l'hématome. La seule façon de voir réellement s'il y a un hématome, c'est l'ouverture de la boîte crânienne. Donc on va se servir pour cela du trépan. Nous retrouvons ici le pommeau, l'arbre à trépan, la couronne, et le segment qui va permettre de faire le pré-trou. Donc ici nous sommes devant des panneaux d'anatomie du XVIIIe siècle avec l'artériologie et la névrologie. Pour le système artériel, il s'agissait en fait de récupérer ici un individu décédé dans l'heure pour pouvoir évacuer le sang qui se trouve à l'intérieur de ses artères. Commençons par injection d'eau chaude, puis de sublimé corrosif. Ensuite, ce corps est trempé dans un bain d'eau chaude pour pouvoir injecter de la cire liquide chaude. Mais pas uniquement, puisque la cire va durcir rapidement et ne s'injecte pas partout. On va donc ajouter à cette cire blanche de la térébenthine de Chios, du suif de mouton, du vermillon, d'où cette couleur très rouge, et de l'icticola, de la colle de poisson. Cette colle permettant de fluidifier suffisamment l'ensemble. Ce corps est ensuite placé dans un grand vaisseau en verre, dans un bain mercuriel. On va le fermer hermétiquement. Les vapeurs acides vont corroder les chairs, ramollir les os. Le chirurgien, lui, va récupérer à un moment donné cet ensemble pour pouvoir faire une dissection minutieuse du tout et aller coller et coudre ses artères sur la toile. Les collections de tératologie, elles posent aujourd'hui un certain nombre de questions à tous les muséums, à tous les musées de médecine, parce que ce sont des collections particulièrement dures, qui peuvent même être un peu choquantes, et pourtant, quelle page extraordinaire de l'histoire des sciences. La tératologie, alors déjà un mot étrange, hein, ça veut dire étymologiquement la science des monstres. C'est pas un médecin qui invente la tératologie, c'est un naturaliste. Il s'appelait Geoffroy Saint-Hilaire, il travaillait au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et Geoffroy Saint-Hilaire, lui, avait une conviction, c'est que les espèces avaient changé de forme. Je précise qu'on est là dans les années 1820-30, donc avant Darwin.
après Lamarck, mais avant Darwin, donc au moment où le débat fait rage. Il a face à lui le grand ponte de l'histoire naturelle en France et même en Europe, qui est Georges Cuvier, qui lui est fixiste. Alors ce pauvre Geoffroy Saint-Hilaire cherche des preuves partout, et c'est comme ça qu'il va s'intéresser aux malformations, avec l'idée, en schématisant quand même beaucoup, que finalement, si un individu peut présenter une forme différente de celle qu'il aurait dû avoir, ça veut dire qu'il y a physiologiquement une possibilité pour qu'une espèce entière change de forme. Et c'est comme ça qu'il va commencer à toute une classification, il va faire ça avec son fils d'ailleurs. Et donc ils vont ici, dans cette école de médecine, constituer leur propre collection de tératologie avec toujours cette pensée classificatrice et toujours cette capacité de participer au grand débat scientifique qui agite la communauté scientifique européenne. Au XIXe siècle, quand une école de médecine se trouve à proximité d'un bagne, on ne peut s'intéresser qu'à la phrénologie. Phrénologie, doctrine morphologique créée à la fin du XVIIIe siècle, est mise en avant par le docteur Gall, médecin autrichien, qui prétendait pouvoir faire des comparaisons morphologiques d'après les bosses du crâne et du visage selon les actes commis. Gall veut aller plus loin dans cette théorie en pratiquant une division des parties cérébrales, chaque partie correspondant à un sens, un instinct ou une capacité. Le problème, c'est que Gall va imaginer que ces zones cérébrales viennent se mouler sur la partie osseuse. Or, il n'y a aucune corrélation, mais il va croire évidemment à cette théorie et il va l'imposer sur la première moitié du XIXe siècle.